Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais expliquer un concept qui est très important et ce concept est donc l'autre. Qui est cet autre? Mon approche consistera à aborder 3 points cruciaux. Le premier étant l'altérité, c'est-à-dire la perception de l'autre comme différent, ensuite la reconnaissance de cette différence et enfin la rencontre avec l'autre. Alors si on tente de résumer le terme ou le concept d'altérité en une seule phrase, on dirait que l'altérité est la condition d'être un autre. En fait, le terme alter désigne l'autre du point de vue de moi. Donc le concept d'altérité est utilisé au sens philosophique pour désigner la découverte des perspectives et des intérêts d'un autre. L'altérité doit être comprise à travers la distinction entre soi et l'autre, ou alors entre nous et eux. L'autre possède des coutumes, des traditions et des représentations différentes de celles de soi, ce qui explique pourquoi il fait partie d'eux et non pas de nous. L'altérité implique de se mettre à la place de l'autre en alternant entre son propre point de vue et celui des autres. Il faut savoir que la dialectique d'identité et d'altérité soulève souvent des questions existentielles sur la nature de la relation entre nous et eux. Alors selon Erikson, la notion d'identité est indissociable de l'altérité et de la relation à l'autre. En d'autres termes, c'est l'altérité qui confère à la notion d'identité tout son sens. Ici, j'emprunte une citation d'Amin Malouf dans son œuvre Les identités meurtrières qui dit « Mon identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. Ainsi, nous pouvons constater que le moi ne se conçoit pas sans l'autre, qui n'est pas vraiment ou nécessairement son opposé, mais plutôt une condition à son existence. Et donc personne n'existe en dehors de la relation avec l'autre. Dans ce sens, l'altérité ne devrait pas être perçue comme une menace, mais plutôt comme une passerelle incontournable pour la construction de l'identité. Ici, j'ai une citation d'Amin Malouf de la même œuvre que j'ai citée précédemment. Je lis, si nos contemporains ne sont pas encouragés à assumer leur appartenance multiple, s'ils ne peuvent concilier leurs besoins d'identité avec une ouverture franche et décomplexée aux cultures différentes, s'ils se sentent contraints de choisir entre la négation de soi-même et la négation de l'autre, nous serons en train de former des légions de fous sanguinaires, des légions d'égarés. Ce qui est vrai puisqu'à l'heure actuelle, les conflits identitaires s'imposent comme une réalité inéluctable, inévitable, propre à notre époque. Les hommes sont encore bien loin de percevoir l'autre comme une vraie partie d'eux-mêmes, de l'accepter dans leur société et d'adopter une mentalité de fraternité envers lui. À cela, j'ajoute une citation du même auteur. Les hommes aux pires extrémités, s'ils ont le sentiment que les autres constituent une menace pour leur ethnie, leur religion ou leur nation, tout ce qu'ils pourraient faire afin d'écarter cette menace leur paraît parfaitement légitime. Même lorsqu'ils en arrivent à commettre des massacres, ils sont persuadés qu'il s'agit là d'une mesure nécessaire pour préserver la vie de leurs proches. Ici, Malouf explique que l'identité est souvent utilisée comme une arme pour justifier la violence et la discrimination envers les autres groupes. Il aborde aussi la question de l'altérité, c'est-à-dire la manière dont nous percevons et interagissons avec ceux qui sont différents de nous. Et selon lui, cette altérité elle est souvent perçue comme une menace, ce qui peut conduire à des conflits et à la violence et donc l'atteinte des droits de l'autre. Bien sûr, des questions de morale se posent, auxquelles l'auteur répond, c'est qu'on ne sait jamais où s'arrête la légitime affirmation de l'identité et où commence l'empiètement sur les droits des autres. Il incite vraiment à la réflexion sur les limites de l'affirmation identitaire, bien sûr dans un cadre ou dans un contexte du respect des droits d'autrui. Publié en 1997, l'ouvrage Le racisme expliqué à ma fille propose donc une réflexion profonde sur le phénomène du racisme, où l'auteur Tara Buj-Lone s'adresse spécifiquement à sa fille. Dans ce premier passage, la petite fille demande ce qu'est le racisme. Son papa répond « Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, devenu, hélas, dans certains pays, parce qu'il arrive qu'on n'en se rend pas compte. Il consiste à se méfier et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. » La petite fille demande si « commun » veut dire « normal » et l'auteur répond que non, ce n'est pas parce qu'un comportement est courant qu'il est normal. Alors je trouve que cette idée est très importante et retenez-la bien parce que je vais y revenir. Ce deuxième passage lit « Le racisme est un fait, ce n'est pas un accident ou une bavure de l'histoire. Le racisme est là où prospère l'homme, là où les sentiments se confrontent et se font la guerre. Sentiment de supériorité, sentiment de puissance qui autorise l'homme à mépriser d'autres hommes qui ne lui ont pourtant rien fait. Sentiment d'être autorisé à porter des jugements sur des différences que l'homme traite comme autant de signes d'inégalité. »
Tahar Ben Jelloun décrit donc le racisme comme un sentiment de méfiance et de mépris envers ceux qui diffèrent par leurs caractéristiques physiques ou culturelles. Cette définition met donc l'accent sur la peur et le jugement, ce qui renforce la nature néfaste ou négative du racisme. Il remet aussi en question l'utilisation du mot commun, ce qui dénonce un point crucial, la distinction entre ce qui est fréquent et ce qui est acceptable. Parce que la fréquence d'une action n'en fait pas forcément une action acceptable. Cela montre donc une conscience sociale et une volonté de contester des attitudes courantes, suggérant et affirmant que la normalité ne devrait pas être synonyme d'acceptabilité. Dans cette partie du dialogue, l'auteur explique que le raciste est celui qui pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace dans sa tranquillité. Sa petite fille s'étonne que ce soit le raciste qui se sente menacé, et l'auteur répond que oui, car il a peur de celui qui ne lui ressemble pas. Le raciste est quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité ou de supériorité. Cela revient au même puisque son comportement, dans un cas comme dans l'autre, sera du mépris. Ce n'est pas logique. Parfois, il n'y a rien qui justifie la peur et pourtant on a peur. On a beau se raisonner, on réagit comme si une menace réelle existait. Le racisme n'est pas quelque chose de juste ou de raisonnable. Ben Jelloun définit encore une fois le racisme comme une réaction de peur face à la différence. Cette idée suggère que le raciste se perçoit comme menacé par ceux qui ne lui ressemblent pas, ce qui montre une vision du monde assez centrée sur soi. Cela appelle à une prise de conscience que le racisme est souvent une projection de l'insécurité personnelle et évoque l'idée que le racisme peut être le résultat d'un complexe, qu'il soit d'infériorité ou de supériorité. Cette dichotomie souligne que, quelle que soit la perception de soi, le raciste agit avec mépris envers l'autre, ce qui indique un manque de compréhension et d'empathie. Le dialogue conclut sur le fait que le racisme n'est ni juste ni raisonnable et représente une condamnation claire de cette attitude invitant à réfléchir à la nécessité de surmonter ses peurs irrationnelles. Alors comment apprendre à être raciste ? Dans cet extrait, Tahar Ben Jelloun dit « En général, l'homme a tendance à se méfier de quelqu'un de différent de lui, un étranger par exemple. C'est un comportement aussi ancien que l'être humain. Il est universel. Cela touche tout le monde. » Sa petite fille s'étonne et se demande si un jour elle sera raciste à son tour, chose à laquelle son papa répond que d'abord, la nature spontanée des enfants n'est pas raciste. Un enfant ne naît pas raciste. Si ses parents ou ses proches n'ont pas mis dans sa tête des idées racistes, il n'y a pas de raison pour qu'il le devienne. Ici, je reviens à Amin Maalouf avec une citation tirée du même livre que j'avais cité précédemment au début de cette vidéo. L'apprentissage commence très tôt, dès la première enfance. Volontairement ou pas, les siens le modèlent, le façonnent, lui incluent des croyances familiales, des rites, des attitudes, des conventions, la langue maternelle bien sûr, et puis des frayeurs, des aspirations, des préjugés, des rancœurs, ainsi que divers sentiments d'appartenance comme de non-appartenance. Il est bien clair que les deux auteurs soulignent l'importance de l'éducation informelle et le rôle crucial des parents dans l'éducation morale et éthique de leurs enfants. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle des valeurs. L'accent sur l'influence de l'environnement familial sur l'individu évoque une vision plus collective et contextuelle de l'éducation. Amin Maalouf met en lumière la diversité des éléments qui entrent en jeu dans le processus d'apprentissage, y compris les aspects culturels et sociaux. Il évoque également les sentiments d'appartenance et de non-appartenance, dénonçant les tensions identitaires qui peuvent naître de l'éducation. Racisme par ici, racisme par là, mais alors comment avoir une rencontre avec l'autre qui soit réussie ? À cela, l'interculturel répond en encourageant le dialogue et l'échange culturel, et Amin Maalouf répond avec cette citation. Pour aller résolument vers l'autre, il faut avoir les bras ouverts et la tête haute. Et l'on ne peut avoir les bras ouverts que si l'on a la tête haute. Si à chaque pas que l'on fait, on a le sentiment de trahir les siens et de se renier, la démarche en direction de l'autre est viciée. Si celui dont j'étudie la langue ne respecte pas la mienne, parler sa langue cesse d'être un geste d'ouverture, il devient un acte d'allégeance et de soumission. Ici, l'auteur aborde la difficulté d'avancer vers l'autre tout en portant le poids des attentes et des loyautés familiales ou culturelles. Cette lutte intérieure peut entraver la capacité que nous avons à s'ouvrir aux autres. Il faut donc avoir les bras ouverts, ce qui symbolise l'acceptation et l'ouverture d'esprit, tandis que la tête haute suggère une dignité personnelle et une assurance dans son identité. Ça, c'est très important parce que l'auteur révèle le lien entre l'estime de soi et la capacité à interagir avec autrui. En effet, pour engager un dialogue qui soit authentique, il est nécessaire de se sentir en sécurité dans sa propre identité.
J'ajoute une autre citation du même auteur et je lis: à l'inverse, dès lors qu'on conçoit son identité comme étant faite d'appartenances multiples, certaines liées à une histoire ethnique et d'autres pas, certaines liées à une tradition religieuse et d'autres pas, dès lors que l'on voit en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, divers confluents, diverses contributions, divers métissages, diverses influences subtiles et contradictoires, un rapport différent se crée avec les autres. Malouf explique donc l'idée que l'identité n'est pas statique ni unique, mais plutôt composite, intégrant diverses influences culturelles, ethniques et religieuses, qu'elle peut être façonnée par des éléments visibles comme l'ethnicité, mais aussi par des expériences personnelles, qui ne sont pas nécessairement définies par des catégories traditionnelles. Cela souligne la diversité des parcours individuels et la constante évolution de soi. La conclusion de cette citation met en lumière le fait que cette conception plurielle de l'identité entraîne une ouverture et une compréhension accrue envers l'autrui. Lorsqu'une personne reconnaît sa propre complexité, elle est plus à même d'accepter et d'apprécier la diversité chez les autres. Il ajoute que ceux parmi eux qui pourront assumer pleinement leur diversité serviront de relais entre les diverses communautés, les diverses cultures et joueront en quelque sorte le rôle de ciment au sein des sociétés où ils vivent. En revanche, ceux qui ne pourront pas assumer leur propre diversité se retrouveront parfois parmi les plus virulents des tueurs identitaires, s'acharnant sur ceux qui représentent cette part d'eux-mêmes qu'ils voudraient faire oublier. Une haine de soi dont on a vu de nombreux exemples à travers l'histoire. Alors ces citations abordent la notion de diversité identitaire et son impact sur les relations intercommunautaires. Elle fait un lien entre l'acceptation de sa propre diversité et la capacité à agir comme un pont entre les différentes cultures, tout en mettant en lumière les dangers de la haine de soi. Ce qui est vrai puisque la fragilité identitaire, elle pousse certains individus à réagir de manière violente ou intolérante envers ceux qui incarnent la diversité qu'ils n'acceptent pas en eux-mêmes. Une autre citation d'Amin Malouf que je trouve très intéressante dit: si l'on manifeste à quelqu'un de l'hostilité ou du mépris, la moindre observation que l'on formulera, qu'elle soit justifiée ou pas, apparaîtra comme une agression qui le poussera à se raidir, à se refermer sur lui-même et pourra difficilement le conduire à s'amender. A l'inverse, si l'on témoigne à quelqu'un amitié, sympathie et considération, non seulement dans les apparences mais par une attitude sincère et ressentie comme telle, alors on peut se permettre de critiquer chez lui ce qu'on estime critiquable, avec quelques chances d'être écouté. On comprend bien qu'une approche négative et dévalorisante envers autrui engendre une atmosphère de tension qui peut bloquer toute possibilité de dialogue constructif. Lorsqu'une personne se sent attaquée ou dévalorisée, il est naturel que même des remarques neutres peuvent être interprétées comme des agressions. Cette dynamique peut entraîner un repli sur soi, ce qui rend difficile toute évolution personnelle. Et ce repli indique une incapacité à accueillir des remarques constructives en raison de l'hostilité ressentie. Donc l'auteur met en avant l'importance d'une approche positive. L'amitié et la sympathie et la considération établissent un climat de confiance et d'ouverture, facilitant une communication authentique. Alors non, je n'ai pas oublié Tahar Benjelloun qui a également abordé ce point. Je vais d'ailleurs conclure cette partie avec l'une de ses plus belles citations. Ma fille, tu as bien compris que tout est dans l'éducation. Cette pédagogie du quotidien, cette obstination à inculquer des valeurs à l'enfance et à lui apprendre à les respecter. Le respect n'est pas autre chose qu'une humilité grandiose qui fait que l'humanité prend sens. Le respect, c'est aller vers les autres, qu'ils soient en danger ou dans la pauvreté et le besoin, et leur tendre la main. Le respect, c'est considérer que nous sommes tous différents et pourtant semblables, qu'un homme vaut un autre homme, quelle que soit sa taille, sa couleur de peau, la langue qu'il parle, la foi qu'il habite, le doute qu'il cultive, le désir qu'il poursuit, le travail qu'il effectue, la folie qu'il brandit, la sagesse qu'il place au-dessus de tout. Ce sujet fut très intéressant à étudier et j'aimerais finir sur 3 citations absolument intemporelles. Tahar Benjelloun commence par nous dire « Les traits physiques du corps humain qui nous différencient les uns des autres n'impliquent aucune inégalité. » Vient John Dewey, un philosophe américain, qui nous dit « People are not products, they are processes », ce qui veut dire que les gens ne sont pas des produits, mais plutôt des processus. Cette citation est vraiment l'une de mes préférées parce que dans une perspective statique, un produit est un résultat fini, quelque chose d'immuable. Cela implique une vision assez simpliste des individus où les caractéristiques et les comportements sont perçus, jugés comme fixes et déterminés. Ce qui n'est pas vrai du tout puisque les individus sont en constante transformation.
influencés par leurs perspectives, leur environnement, leurs interactions. C'est pourquoi il qualifie les gens de processus en mettant l'accent sur le développement, l'évolution et le changement constant. Et enfin, Amin Malouf qui nous dénonce que c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance. Et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. Pour plus de contenus similaires, n'oubliez pas de vous abonner et cette fois-ci, je noterai mes références dans la description. Merci de votre visionnage.